Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, merci du fond du cœur d'être là, merci à vous. Vous êtes magnifiques, merci. Bienvenue sur ce plateau, le plateau de Backseat. Bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Et bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreuses et nombreux en podcast. Chers amis, ce soir une émission exceptionnelle qu'on va commencer avec un before exceptionnel puisque le before est sponsorisé par notre partenaire du jour, le Conseil national du débat public. On va en parler. La Commission nationale du débat public, ouais c'est ça, c'est commission. Je sais, il fallait que je me plante, il fallait que je le fasse une fois, je l'ai fait en intro, maintenant je me planterai plus. On va en parler, pourquoi ? Parce que la CNDP, comme on l'appelle de son petit nom, organise un débat et veut que vous y participiez, un débat sur le sujet de la mer. On va parler de tout ça, vous allez tout comprendre avec les invités que j'ai autour de ce plateau du Before. Je suis avec Sylvie Dufour, bonjour Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Sylvie, vous êtes directrice de recherche au CNRS et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Merci d'être avec nous. On est avec Mathieu Monnier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous Mathieu. Vous êtes vice-président de France Renouvelable. Vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. On est aussi avec Florent Augagneur. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Florent Augagneur, vice-président de la Commission nationale du débat public. On va commencer par vous. On est aussi en duplex avec Karine Demure, présidente de l'association Sea Shepherd. Est-ce que tu m'entends, Karine ? Est-ce que ça va marcher ? J'espère que ça va marcher. Hein. Normalement, ça devrait marcher. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, c'est incroyable. Bonsoir, Karine. Bonsoir, non, c'est pas Karine, c'est Lamia Semlali. Karine, c'est ma collaboratrice. Ah, c'est Lamia, ok, très bien. Eh ben, on s'est trompé de prénom. Décidément. Décidément, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais on s'en fout, ce qui compte, c'est ce dont on va parler ce soir, et on va en parler avec toi, Lamia, on parlera avec Sea Shepherd tout à l'heure. Je le disais, la Commission nationale du débat public organise un débat sur l'avenir de la mer, du littoral, de la biodiversité. On va parler d'éolien, d'hydrolien aussi, et tout le monde peut y participer. Vous avez le lien dans le chat et vous avez le lien en description de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à cliquer dessus et de toute façon on va vous donner envie de cliquer dessus. On va commencer avec vous Florent Augagneur. On va la faire très simple. C'est quoi cette CNDP, cette Commission nationale du débat public? C'est quoi? Alors la CNDP, c'est une autorité indépendante qui défend un droit, c'est assez simple, et c'est le droit de toutes et tous, hein, tout le monde ici et tous ceux qui nous regardent ont un droit qui est reconnu de manière constitutionnelle. Ils ont le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement. C'est rédigé ainsi dans la Constitution. Toute personne, sans aucune condition, peut participer aux décisions qui impactent l'environnement, et la CNDP, c'est l'autorité indépendante qui veille au respect de ce droit. Donc c'est vrai que c'est assez simple, et un débat public, c'est donc une procédure encadrée par la loi qui permet donc à toutes et tous, à tout le monde, d'user, d'utiliser, d'exercer ce droit. C'est quoi la différence entre la CNDP et les conventions citoyennes qui ont été créées là, ces dernières années? Il y en a eu plusieurs. C'est à la fois proche et différent. La première différence, on va dire, c'est que la CNDP, par définition, vu qu'elle défend un droit de tout le monde, elle ne sélectionne pas. Au contraire même, elle va aller chercher l'ensemble des publics afin que tout le monde puisse avoir l'occasion d'exercer ce droit et donc de participer à la décision. Donc elle ne va pas sélectionner en entrée de débat. Et une autre différence, c'est que... nous utilisons parfois des conventions citoyennes, enfin des assemblées citoyennes dans les débats publics. Ouais. On en a comptabilisé une trentaine, je crois, en quelques années. Donc ce sont des outils qu'on utilise, mais des outils qu'on va utiliser pour approfondir un point particulier ou pour traiter un sujet particulier. Mais c'est jamais, il se résume jamais à une assemblée citoyenne. C'est-à-dire que ça va être un outil parmi une palette d'outils qui va être utilisé dans un débat public, puisque dans un débat public, on utilise de nombreux outils pour pouvoir toucher des publics variés. Et pourquoi est-ce que là, vous organisez un débat sur la mer ?
Pourquoi ce sujet? Parce que des choix très structurants et très importants vont être faits par le gouvernement en 2024, des choix de planification maritime concernant, comme vous l'avez dit, le littoral. Le littoral. Alors effectivement, c'est la zone maritime qui est proche des côtes, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, mais donc des choix importants concernant la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, la préservation des écosystèmes marins. Concernant aussi la cohabitation, le partage de cet espace, donc la cohabitation entre les activités humaines, puis on pourrait aussi dire entre les activités humaines et les populations qui vivent déjà, donc les mammifères marins par exemple. Troisième élément, c'est que le gouvernement envisage de développer l'éolien en mer à 45 gigawatts d'ici 2050, 45 gigawatts. Contre combien aujourd'hui? Alors, 45 gigawatts, ça fait à peu près 50 parcs. Aujourd'hui, on en a un à Saint-Nazaire en fonctionnement. Ah, mais on va passer de 1 à 50 parcs éoliens en mer. C'est le projet, attention. C'est une intention, c'est un projet qui est soumis au débat et qui va être débattu. Et les décisions seront prises par le gouvernement à l'issue du débat. Donc voilà pourquoi on organise un débat public, c'est pour permettre à toute personne donc, de participer à l'élaboration de ces décisions sur ces différents sujets. À quoi il va servir ce débat organisé par la CNDP si le gouvernement a déjà dans sa besace des projets tout ficelés? Ça sert à quoi de débattre? Ah mais justement, il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de parc éolien en mer, par exemple. Aujourd'hui, ce qui est soumis au débat, c'est un objectif qui va être débattu, enfin une proposition d'objectif du gouvernement qui va être débattue dans le débat. Peut-être qu'à l'issue du débat, le gouvernement décidera d'en faire moins, d'en faire plus, de ne pas en faire, de faire autre chose, de faire des alternatives. C'est d'ailleurs tout l'objet du débat, de faire le tour des arguments, des propositions et des alternatives, de tout mettre sur la table avant de décider. Et alors, on parle d'éolien en mer, mais c'est un angle du débat, mais aussi d'autres sujets extrêmement importants dans ce débat, notamment concernant l'identification d'aires marines protégées, de zones de protection fortes pour protéger la biodiversité, notamment. On ne peut pas foutre des champs éoliens partout, et ça doit faire l'objet d'un débat. Je me tourne vers vous, Sylvie Dufour. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation écologique en mer? Alors, c'est une très bonne question. Il faut s'inquiéter de l'état de l'océan. En ce moment, c'est l'actualité avec la COP qui vient de se terminer. Oui. Et je pense qu'il y a plus beaucoup, à part quelques dictateurs, peut-être de personnes qui sont climato-négationnistes, on peut les appeler comme ça. Mais donc la majorité de la population humaine comprend maintenant ce qui se passe avec le changement climatique. Il y a un nouveau genre de climato-scepticisme, mais en tout cas, sur l'urgence, c'est acquis. Globalement, il y a de plus en plus de monde quand même qui comprend cela et qui le connaît, mais c'est quand même beaucoup plus récent et beaucoup moins connu le rôle que joue l'océan dans le système et les impacts que ça a sur l'océan. Alors pour faire clair, parce que c'est pas compliqué, les études démontrent que dans ce cadre du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre, jusqu'à présent, on estime que l'océan a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur. C'est énorme. D'accord. Ça veut dire que si l'océan n'avait pas absorbé cela, on serait déjà dans une situation dramatique aujourd'hui. Il a aussi absorbé directement, on estime à peu près à 30% de l'excès de gaz carbonique émis. Donc, de deux façons, jusqu'à présent, il nous protège de cette façon-là. Alors, le gaz carbonique, c'est absorbé de deux façons. Une façon qu'on peut qualifier de vertueuse, c'est-à-dire c'est par la captation par le phytoplancton, ces petites algues microscopiques qui, comme les arbres sur Terre, font de la photosynthèse, donc captent le carbone. C'est une captation vertueuse, disons. Après, ça part dans les écosystèmes marins. Mais une captation directe physique qui, ça, entraîne l'acidification de l'océan, qu'on appelle comme ça. On va parler concrètement, on a parlé d'idées, de programmes, de projets, de pourquoi pas éventuellement faire des champs éoliens en mer. Oui, mais j'aimerais bien avant... À quel point est-ce que ça fait du mal à la biodiversité marine? Ce que j'aimerais avant, c'est qu'on se rende compte de l'état... Allez-y. Parce que là, on parlait de l'océan, donc en tant qu'océan physique, donc l'océan, il s'est réchauffé. Et ça a des conséquences sur son niveau. Vous avez dû entendre parler de ça, le niveau global monte. Ça monte pour deux raisons. Une raison physique, l'océan plus chaud se dilate. Et puis la raison aussi de la fonte de toutes les glaces, avec toutes les conséquences sur les sociétés humaines, depuis les petites îles jusqu'aux mégapoles qui sont là. Et ça a une conséquence, donc aussi ce réchauffement, cette acidification, sur la biodiversité marine. Alors une première chose très simple à concevoir, c'est que la grande majorité des organismes, c'est-à-dire les êtres vivants marins, ils ne sont pas capables de réguler leur température. Nous, les humains, en gros, il y a nous,
les mammifères, dont les D'accord. humains, et les oiseaux. Non, mais c'est très important. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que la mer est plus mal en point proche des côtes, près des littoraux, qu'en haute mer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est mal en point jusqu'en haute mer, parce que par exemple, le réchauffement, ça touche tout. Les polluants qu'on déverse depuis la Terre, les polluants, on parle beaucoup du plastique, hein. Mais il n'y a pas que le plastique, il y a les herbicides, pesticides, fongicides, les produits des activités industrielles, les produits des activités simples, humaines, par exemple nos médicaments, hein. Tout ça, c'est lessivé, ça part dans les rivières, les estuaires, l'océan. Donc, ça touche tout cela. Pour les côtes, on a des facteurs supplémentaires qui sont toute la dégradation des côtes. Mais ça implique, par exemple, l'expansion de marinas, hein. C'est beaucoup de choses qui font la dégradation des côtes. Est-ce que les champs d'éolien en mer, ça fait partie des choses qui dégradent? Alors, je le présenterai d'une façon double, hein, parce que faire des éoliennes, c'est une façon de contribuer à produire de l'énergie d'une façon qui ne produit pas de gaz décarboné, oui. Faut le mettre dans un contexte où il faut garder à l'esprit, de mon point de vue, qu'une sobriété énergétique est quand même toujours à garder à l'esprit, hein. Ouais. Mais c'est pour ça que je vais continuer à insister, il y a une double situation donc, dans ces décisions de nouvelles énergies. C'est qu'à l'heure actuelle, donc, la biodiversité marine est extrêmement affectée. Vous avez cité depuis le littoral et donc les polluants, il y a tous les problèmes de surpêche par la pêche industrielle, et puis donc l'impact du réchauffement. Les organismes, donc à part mammifères, donc les dauphins, baleines qui sont revenus dans la mer, ou les oiseaux marins, tous les autres ne régulent pas leur température, donc sont affectés directement dans tout leur fonctionnement, leur physiologie, leur développement, par ce réchauffement. Alors, il y a des exemples extrêmement forts. Par exemple, les récifs coralliens. Vous avez entendu parler du blanchissement des récifs coralliens. Ça, c'est dû à l'élévation de la température moyenne et puis les vagues de chaleur. On considère qu'il y a 30% de la grande barrière de corail qui est détruite, hein. C'est quoi le bon état écologique de la mer? Ça voudrait dire quoi que la mer est dans un bon état? Alors, si on y arrivait. Déjà, il faut se dire que elle va pas se refroidir, hein. Donc, le réchauffement qui s'est déjà accumulé, ça va pas revenir en arrière. Donc, on ne peut pas dire qu'on va réaméliorer ça, mais il faut pas l'empirer. Ça, c'est sûr qu'il faut pas l'empirer. Et après, il faut absolument réduire toutes les sources de pollution. Et puis, réduire toutes les sources de surexploitation des ressources, c'est-à-dire le résultat des pêches industrielles par rapport à des pêches artisanales qui sont beaucoup plus vertueuses. Mathieu Monnier, je me tourne vers vous. C'est quoi France Renouvelable? Expliquez-nous. Alors, France Renouvelable, c'est l'association des acteurs économiques de l'énergie éolienne, terrestre et en mer. Des acteurs du solaire, donc le photovoltaïque au sol. C'est un lobby? Ça rassemble les acteurs économiques, donc les industriels. Donc, d'accord. Ça défend les intérêts de ceux qui veulent mettre des éoliennes. Exactement, ceux qui font les projets, en fait, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, il y a les porteurs de projets. Vous avez EDF, par exemple, en France, Ocean Winds, vous en avez d'autres. Et puis, vous avez aussi toute la chaîne industrielle, c'est-à-dire ceux qui ont des usines implantées sur le territoire français, des sous-traitants, des bureaux d'études. On a aussi des universités, des écoles. On a vraiment toutes les parties prenantes intéressés par les projets, au sens du secteur privé. Et alors, est-ce que vous pourriez nous présenter l'intention du coup des acteurs de développer l'éolien en mer en passant à 45 gigawatts? Vous nous en parlez un peu? C'est quoi le projet là? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la commande à la base, c'est ce qu'on disait sur la COP, c'est de décarboner notre consommation d'énergie. Alors, on a aujourd'hui dans le mix énergétique français, donc ce qu'on consomme, on a 2/3 d'énergie fossile. Donc, c'est le gaz, le pétrole essentiellement. On n'a plus beaucoup de charbon en France. Et pour la production d'électricité, on a 25%. L'électricité, c'est 25% de l'énergie. Et là, c'est très décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Et donc, en fait, on va aller chercher les 2/3 d'énergie fossile pour les remplacer par des énergies bas carbone, dont l'éolien en mer. Et donc, développer l'éolien à terre et en mer, ça répond à cette commande-là. Donc, c'est augmenter la production d'électricité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 25%. C'est l'augmenter à 50, 60%. Pour faire en sorte qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si utiliser la force des marées, c'est pas moins polluant que les éoliennes finalement.
L'énergie marémotrice, comme on dit, c'est pas mieux que les éoliennes? En fait, on a une palette de solutions dans la production d'énergie. Donc, j'ai mentionné l'éolien, le solaire, le nucléaire. Il y a aussi le marémoteur. Mais alors, le marémoteur, c'est la fameuse usine de la Rance que vous connaissez. C'est très spécifique. En fait, ça concerne vraiment des situations géographiques très particulières. Et donc, c'est pas que c'est... D'ailleurs, ça a des impacts écologiques assez forts, de ce point de vue-là. C'est bas carbone, mais ça a d'autres impacts écologiques. Donc, en fait, il faut peser les pour et les contre de toutes les énergies. Et l'État va faire appel, finalement, à toutes les énergies bas carbone, va faire un mix, on va équilibrer ces solutions pour produire l'électricité. Combien est-ce qu'il y a aujourd'hui de parcs et combien est-ce qu'il y a de projets de construction de parcs éoliens en mer? Alors, en France, comme le disait Florent Gagneur, on a un parc en service au large de Saint-Nazaire, donc c'est 80 éoliennes. Et on a à peu près 5 parcs en construction. D'accord. Alors ça, c'est des parcs qui ont été attribués il y a 10 ans. Donc les temps de développement sont vraiment longs. C'est pour ça qu'aussi, on a quand même pas mal de retours sur expérience sur ce qui se fait en France, les études d'impact, mais aussi en Europe. En Europe, on a 6000 éoliennes qui tournent. Et donc, on a déjà un certain nombre d'informations, notamment en lien avec l'environnement. Et l'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est une 50aine de parcs, peut-être un peu moins. Ça dépend de la taille des parcs. Saint-Nazaire, c'était 500 mégawatts. Maintenant, la taille de parc, ce sera 1000 MW, 2000 MW. C'est ce qu'on observe en Europe. Et l'idée, c'est justement de réduire le nombre de parcs pour réduire le nombre d'impacts. Je voudrais qu'on écoute Lamia Essemlali, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, de Sea Shepherd. Bonsoir Lamia, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, Sea Shepherd? Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, donc Sea Shepherd France, c'est une ONG qui défend l'océan de manière générale. Alors, a priori, nous, notre spécialité, c'est plutôt le braconnage et la surpêche. Et on est arrivé sur le dossier des éoliennes en mer assez récemment, en 2021. En fait, parce qu'on a été alerté par pas mal de nos sympathisants et puis par certains pêcheurs qui s'inquiétaient du développement des éoliennes en mer. Du coup, en travaillant sur le sujet, je vous avoue qu'on est un peu tombé de notre chaise de voir à quel point, à l'heure actuelle, en tout cas en France, la politique de développement de l'éolien en mer, elle consiste finalement à sacrifier la biodiversité au prétexte de lutter contre le changement climatique. Et nous, c'est surtout ça qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lieux d'implantation... de champs d'éolien en mer sont destructeurs de la biodiversité pour vous? Alors c'est pas pour nous, c'est que en fait aujourd'hui il y a différents critères d'attribution de zones qui sont pressentis pour accueillir ces éoliennes. Il y a des critères techniques, financiers évidemment, paysagers, trafic maritime, zone militaire, etc. Très clairement, la biodiversité aujourd'hui est la dernière roue du carrosse. Il n'y a pas d'inventaire suffisamment précis qui a été fait du littoral pour déterminer en amont les zones qu'il faut absolument préserver de ces chantiers industriels. Donc on est sur des couloirs de migration, des zones de nidification, des zones de nourrissage, des aires marines protégées, des zones Natura 2000 dans lesquelles ces projets sont censés s'implanter. Et puis surtout ce que l'opinion publique ne sait pas, c'est que ces projets bénéficient de dérogations, c'est-à-dire d'autorisation de destruction d'espèces et d'habitats protégés. Donc sur un cas d'école qui est celui de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, le projet éolien en question a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces en danger critique d'extinction et dont des populations d'oiseaux marins dont la survie n'est pas assurée si le projet va à son terme. D'ailleurs, ce qui fait de ces dérogations des dérogations illégales. Voilà, c'est tout ça qui pose problème. Et donc vous, et comme ça a été rappelé auparavant, vous demandez un moratoire sur le développement de l'éolien en mer. C'est ce que vous demandez aujourd'hui? On demande un moratoire sur le développement de l'éolien en mer tant qu'on n'a pas revu notre copie sur les critères d'attribution et puis tant qu'en fait on n'a pas fait de la biodiversité un critère incontournable et prioritaire des emplacements de ces éoliennes, très clairement. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si au lieu de mettre les éoliennes près du littoral, on les mettait plus loin en mer, des éoliennes flottantes par exemple, est-ce que ça réglerait pas une partie du problème?
Alors, ça dépend des cas. Ça peut avoir d'autres impacts, notamment sur des espèces de dauphins. Mais après, bon, en termes techniques, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est pas anodin non plus en termes d'impact, mais très clairement, le fait qu'elle soit placée aussi près de la côte, et en France, c'est particulièrement près de la côte par rapport aux autres projets européens, c'est très préjudiciable. Et on parlait tout à l'heure du retour d'expérience de pays européens qui se sont lancés dans l'éolien avant nous. Ce qu'on voit notamment au niveau des oiseaux marins, c'est qu'il y a en fait un évitement de ces parcs par les oiseaux marins. Et là, à l'heure actuelle, avec justement l'ambition colossale de la France de faire une 50aine de parcs sur le littoral, ça veut dire en fait priver les oiseaux marins et les mammifères marins d'habitats qui sont absolument essentiels. Et la première cause d'extinction d'espèces, c'est la perte d'habitat. Et c'est ça le gros problème avec ces projets. Je me tourne vers Mathieu Monnier. Du coup, on a entendu donc Sea Shepherd qui nous alerte quand même. Attention à la biodiversité. La lutte contre le réchauffement climatique via les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien. Mais si on ne respecte pas la biodiversité marine, on déshabille Pierre pour habiller Paul, quoi, quelque part. C'est absolument vrai. Si on ne respecte pas la biodiversité, c'est complètement contre-productif, puisqu'il faut à la fois lutter contre le changement climatique et restaurer la biodiversité. Là où je suis en total désaccord avec Samia El-Sellali, c'est qu'on a quand même le Code de l'environnement et une réglementation très stricte en France, une réglementation qui découle aussi des directives européennes. Et donc, en fait, les critères d'appel d'offres, d'ailleurs, il y a des critères environnementaux dans les critères d'appel d'offres. Et donc, en fait, on est extrêmement encadré. Ce sont des projets sous autorisation environnementale. Et donc, si les projets ne répondaient pas à un ensemble de règles de protection de la biodiversité, et notamment d'appliquer la doctrine éviter, réduire, compenser, les projets ne seraient pas autorisés. D'accord. Donc là-dessus, on est vraiment en désaccord. Et quand on regarde dans le détail, les études d'impact, elles sont instruites par les services instructeurs de l'État et par des établissements de recherche qui font des contre-expertises en permanence. Et d'ailleurs, il y a une erreur flagrante ici, c'est que les dérogations d'espèces protégées, ce n'est pas un permis de tuer. C'est lorsque vous avez une probabilité non nulle de porter atteinte à une espèce protégée, vous demandez des mesures ERC supplémentaires pour protéger ces espèces-là. Et d'ailleurs, ce que montre tout le retour sur expérience des 6000 éoliennes en Europe, c'est qu'on connaît les impacts qu'on peut avoir et qu'on a travaillé sur les mesures pour les éviter, réduire et compenser. Sylvie Dufour, vous qui êtes scientifique, vous venez d'entendre une partie de ce débat donc sur l'éolien en mer. Comment est-ce que vous réagissez ? Bon, je pense qu'il ne faut pas opposer protection du climat, protection de la biodiversité. Ouais, ce serait mieux d'éviter. Ouais. Le réchauffement climatique impacte la biodiversité marine en particulier. Donc, si on ne fait rien et qu'on continue le réchauffement, ce n'est pas seulement nous, c'est toute la biodiversité. Donc, on est un peu dans ce dilemme. Mais ce qui est pas toujours un dilemme, ça peut être vraiment synergique de protéger le climat, ça protège. Et pour les éoliennes, je pense qu'il faut vraiment analyser toutes les sortes d'impacts pour justement les maîtriser et les minimiser. Et c'est pas simplement les migrations des oiseaux, les migrations des espèces emblématiques comme les mammifères marins. Il faut penser aussi à tous les matériaux utilisés, les matériaux d'ancrage, aux conceptions, les techniques. Oui, et qui soient eux-mêmes pas polluants, parce que y a des bétons qui peuvent être libérés des molécules très polluantes. Donc je pense que c'est très très important d'avoir bien l'analyse complète de l'objet lui-même. Mais d'ailleurs, on travaille avec des associations environnementales comme France Nature Environnement, WWF et des associations locales pour justement améliorer notre connaissance du vivant localement et pour améliorer les projets. Florent, comment est-ce que la question du climat a été chassée par la question de la biodiversité ? Il faut voter entre l'un et l'autre ? On est obligé de choisir ? Non, il ne faut pas voter entre l'un et l'autre. Après, c'est vrai que nous, on a travaillé avec Ipsos dans l'élaboration de ce débat sur de quoi on part et pour poser le débat et voir comment poser le débat, on a travaillé avec eux sur une enquête. Et c'est vrai que la question du climat est quelque chose qui revient très souvent dans les études d'opinion. En revanche, la protection de la biodiversité n'a jamais été citée spontanément par les Français qui ont été sondés dans le cadre de cette enquête. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre la prise de conscience climat et la prise de conscience biodiversité. Ce qui est intéressant aujourd'hui ce soir, c'est que on voit bien qu'il y a un échange d'arguments qui a lieu et que cet échange d'arguments va avoir lieu tout le long du débat jusqu'à fin avril, mais qu'il y a aussi un problème de connaissance et d'identification de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas. Et le débat doit aussi permettre ça, c'est-à-dire identifier ce que l'on ne sait, identifier aussi ce que l'on ne sait pas, et aussi identifier ce que l'on doit savoir pour pouvoir décider
à la suite du débat public sur le fondement des études qui seront menées. Un dernier mot, Lamia, donc de Sea Shepherd. Bon, on ne vous mettra pas d'accord ce soir, c'était pas le but, c'était juste de montrer justement quels sont les termes du débat. Est-ce que vous encouragez les gens, les personnes qui regardent ici sur Twitch Backseat, à participer à ce débat ? Oui, bien sûr, évidemment, j'encourage les gens à s'y intéresser. Je reviens quand même rapidement sur les séquences ERC qui sont quand même très très questionnables. Et puis sur le fait que les séquences ERC éviter, réduire, compenser qui ont été citées par Mathieu. Je vous donne un exemple de mesure de compensation à Saint-Brieuc, par exemple, pour le dérangement des mammifères marins. La mesure de compensation qui est proposée, c'est de distribuer des leaflets de sensibilisation aux touristes sur les populations de mammifères marins. Donc non, c'est pas sérieux du tout. Et puis oui, les dérogations de destruction qui sont autorisées justement parce qu'il y a atteinte plus que probable aux populations concernées. Donc on est sur un vrai problème de biodiversité. Et encore une fois, dans les critères d'attribution des lieux en question, le fait que les aires marines protégées ne soient pas écartées de ces lieux d'implantation pose problème. On est sur des projets industriels majeurs avec des pollutions sonores majeures et avec des évitements et donc des pertes d'habitat pour des espèces sensibles et protégées. Et ça doit être débattu. Malheureusement, on n'a que quelques minutes. En plus, moi, je suis à distance, donc c'est pas pratique. Forcément, c'est pas mon avantage, mais j'avais qu'à pouvoir être à Paris. Voilà. Vous m'auriez prévenu un peu plus tôt. Peut-être une prochaine fois, ça sera mieux, ça sera plus équitable aussi pour le débat. Ça sera avec grand plaisir. Et voilà. Mais vraiment, j'encourage les gens à s'y intéresser de très près. Et voilà, parce que l'enjeu va être très important, et surtout vu les ambitions de la France, on risque d'avoir vraiment, il y a beaucoup de scientifiques indépendants qui sont extrêmement inquiets du sujet, et contrairement à ce qui a été dit, les études d'impact qui sont réalisées, elles sont financées par les promoteurs eux-mêmes, et on manque de contre-expertise indépendante. D'ailleurs, on y travaille à l'heure actuelle, notamment sur le projet de Dunkerque, et je vous invite à visiter notre site internet, parce qu'on a diffusé une vidéo justement sur le projet de Dunkerque avec des scientifiques indépendants. Florent, c'est quoi la place de la science dans ces débats ? Est-ce que ça dit la vérité ou ça écoute que des... Alors, en tout cas, ça éclaire, c'est-à-dire que dans un débat de prospective, où on parle de 2050, dans un débat de planification, en plus de planification sur un espace qui est l'espace maritime qu'on connaît moins que l'espace terrestre, et la connaissance est moins développée en ce qui concerne la mer que la terre. Évidemment, là, le rôle de la connaissance scientifique est extrêmement important, le rôle de l'information et de la connaissance scientifique. Donc, on travaille beaucoup, nous, dans la préparation de ce débat et dans l'élaboration de ce débat avec des scientifiques. Donc, il y a Sylvie ici, mais il y en a plein d'autres, Jean-Claude Dauphin, Françoise Gaël. Oui, donc le débat est quand même bordé par des gens sérieux. Oui. Non mais disons les choses, parce que là on essaye d'inciter des gens à participer à un débat. Sachez que vous mettez les pieds à un endroit où il y a des gens sérieux quand même qui encadrent les discussions. Oui, alors l'information est un élément, un axe, nous, dans notre travail extrêmement important. Alors il y a établir l'état des lieux de l'information, ce que l'on fait avec des scientifiques, mais ce que l'on fait aussi avec les institutions, avec tous ceux qui produisent de la connaissance. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire cet état des lieux, on doit traduire ce travail en langage accessible pour les différents publics. Donc on travaille avec des spécialistes de la donnée complexe qui travaillent avec le GIEC par exemple, et ensuite il faut qu'on diffuse cette information, et c'est là où les gens comme vous, comme toi, peuvent intervenir. Et justement, dernière question Florent, très pratico-pratique, comment je fais pour participer à ce débat ? Où est-ce que je me rends ? Comment ça se passe ? Alors ça c'est la principale question effectivement, donc c'est jusqu'au 26 avril, jusqu'à la fin du mois d'avril, donc 2 biais principaux. Le premier donc sur internet, le site du débat pour avoir toutes les informations de comment participer, notamment en ligne, avec un outil en ligne que je vous invite vraiment à utiliser qui s'appelle Faites l'expérience, qui a déjà 40 000 personnes qui l'ont essayé. On aimerait bien atteindre les 50 000 pour Noël. Le lien est dans le chat, je précise pour ceux qui nous écoutent que dans le chat, vous avez le lien, cliquez dessus, allez-y. Ça vous permet de manière assez simple d'avoir un apport d'informations et de vous situer dans le débat et de pouvoir apporter des arguments, de vous positionner et d'apporter des arguments, parce que c'est principalement ça que nous cherchons, c'est d'obtenir des arguments de votre part. Et cet outil qui a été élaboré par d'ailleurs à la CNDP depuis de nombreuses années est assez efficace. Et puis évidemment tous les événements en ligne sur le terrain, tout le long du littoral. Alors de nombreux événements variés dans tous les bassins de vie, tout le long du littoral.
Alors, ça va de l'événement public, ciné-projection avec débat, une croisière débat, un atelier cartographique, une rencontre avec des étudiants. Enfin, il y a énormément d'événements qui ont lieu tout le long du littoral, près de 200, dont 2 en ce moment même où on parle, un à Marseille et un à Ouistreham. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes qui activement organisent tous ces événements. Eh bien, merci beaucoup à vous 3, à vous 4 pour cette première discussion. Vous pouvez applaudir nos invités. Et merci beaucoup à vous. Je vais vous laisser quitter le plateau, allez-y. Je vais vous laisser y aller. Merci beaucoup pour cette discussion, donc en partenariat avec la Commission nationale du débat public. N'hésitez pas, vous aussi, à vous saisir du débat, à participer à ce débat. C'est jusqu'en avril prochain. Vous avez toutes les informations. Et puis voilà.